quelle est la probabilité d'une extinction de l'espèce humaine et par quelle cause cela a-t-il le plus de chances d'arriver? Donc, il y a un certain Toby Ord qui a essayé de répondre à cette question. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'il va donner les probabilités. Donc en gros, si vous regardez un petit peu l'épisode, vous allez ressortir avec un tableau qui récapitule en fait tous les risques d'extinction, guerre nucléaire, réchauffement climatique, astéroïdes, supervolcans, toutes les probabilités associées à l'extinction humaine pour chacun de ces trucs-là. Ce qui est assez sympa, si vous voulez ouvrir une discussion. Donc Toby Ord, là, ça c'est l'auteur, et c'est un personnage que Georges tu vas kiffer, et ça va être un enfer du coup. Et du coup en fait la vraie question c'est pourquoi ce mec a écrit un livre comme ça, et c'est limite la partie la plus intéressante de l'épisode. Et donc ce mec, c'est un disciple du philosophe Derek Parfit, que perso je connaissais grâce à l'expérience de pensée du téléporteur. Alors Georges et Clem, je vais vous poser une question. Si on vous propose de vous téléporter sur Mars instantanément, plutôt que de prendre une fusée, est-ce que vous seriez chaud, ou est-ce que vous trouveriez que c'est un peu trop risqué la téléportance, quoi? Ah, mais genre, sur Mars, il y a les conditions de notre survie ou on va juste ouais, c'est juste le fait de te téléporter. Est-ce que okay. Ça te fait flipper ou pas? Mais sur Mars, il y a un jacuzzi avec... il y a un jacuzzi sur Mars, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, pardon. En fait, donc, moi, allez, je me téléporte. La question, c'est en gros, est-ce que la téléportation en soi, c'est un phénomène dangereux, quoi? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu le sens comme ça, ou est-ce que tu veux que je te décrive le téléporteur un petit peu? Vas-y. Non, moi, j'ai pensé que c'était... Non, vas-y. Non, mais tu peux pas trop répondre, donc je vais te décrire le téléporteur. Donc le téléporteur, en fait, il fonctionne de la manière suivante. Donc sur Terre, t'as une machine qui scanne tous tes atomes, d'accord? Et sur Mars, t'as une machine qui te reproduit à l'identique, d'accord? Comme une espèce d'imprimante 3D pour atomes. Donc en gros, paf, t'es scanné sur Terre, et bim, il t'imprime en 3D sur Mars. Et donc t'es téléporté sur Mars, quoi. Alors par contre, la personne qui reste sur Terre, faut la tuer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc téléporteur ou pas téléporteur? Mais non, mais en fait, c'est que... Attends, non, mais c'est intéressant, mais genre ça va. Donc en fait, mon corps, il reste, c'est pas que mon corps, il disparaît de Terre et il est envoyé sur Mars, mon corps, ça. Il reste sur Terre, ouais. et genre il est scanné, et du coup, en fait, ça crée 2 mois, quoi. Exactement. Non mais voilà, c'est Derek Parfit, c'est ce genre de délire, c'est le philosophe, voilà, c'est rigolo. Okay. Et c'est son disciple, quoi, le gars, du coup, Toby Ord. Ouais, mais du coup, non, je suis pas chaud pour me téléporter parce qu'en fait, on. Ben oui, t'es pas chaud. Moi non plus, je suis pas chaud. Non, mais en gros, ça veut dire qu'on bute, quoi. Genre, je me fous la machine. C'est un peu chelou. Mais par contre, le mec sur Mars, c'est toi, tu vois. Ouais, mais bon, enfin, c'est pas exactement moi, quoi. Voilà. Non, mais bon, voilà. Donc, du coup, c'est rigolo. Et donc, le gars en question, la Toby Ord, en fait, il est fondateur d'une organisation qui s'appelle Giving What We Can. Donnons ce qu'on peut. Et donc, en fait, c'est une organisation internationale qui est vouée à l'élimination de la pauvreté dans les pays en développement. Et en fait, tous les membres de cette organisation donnent 10% de leur salaire à des organisations caritatives. Donc, c'est déjà énorme. Et lui-même, il a décidé d'aller plus loin et de plafonner son salaire à 18 000 pounds, parce que, bon, il vit en Angleterre. Et donc, en fait, tout ce qu'il gagne en plus de 18 000 pounds, en fait, il le donne. Du coup... 18 000 pounds par an. Par an. Et en fait, souvent, on lui demande, mais comment tu fais pour vivre avec que 18 000 pounds? Et en fait, il dit, bah, en fait, c'est juste, il y a la moitié de la population en Angleterre qui vit avec ça, en fait. Donc, ça va. Je m'en sors. Et donc, c'est un gars qui prône ce qu'on appelle l'altruisme efficace. Donc, vas-y, ouais. Tu sens pourquoi tu vas kiffer? Ouais. Non, mais en plus, je connaissais ce truc-là, le Giving What We Can. Et en fait, c'est une forme de pledge, tu vois, c'est que tu t'engages. Exactement. Et du coup, il y a plein de gens... Enfin, il y a pas mal de gens relativement intéressants sur Internet que je lis. Et justement, quand tu rentres sur leur site perso, ils étaient là, oui, moi, je suis membre du Giving What We Can Pledge et je donne du coup 10% de machin, je sais pas quoi. Et après, lui, s'il est allé encore plus loin dans le sens où il a pris le salaire moyen et il a dit, moi, je veux pas gagner plus que le salaire moyen. Lui, c'est ce qu'il a fait. Il est allé encore plus loin. Ouais. Et franchement, c'est trop stylé. Et l'altruisme efficace aussi. Enfin, moi, ce que je trouve intéressant dans l'altruisme efficace, c'est d'un côté...
Bah attends, je vais te laisser continuer. Bah oui, parce que je vais le définir. En fait, les gens connaissent pas forcément. C'est ce qu'il appelle l'altruisme efficace. C'est un ensemble d'idées qui visent à adopter une démarche analytique afin d'identifier les meilleurs moyens d'avoir un impact positif sur le monde. Donc en gros, par exemple, si tu donnes si tu dis je vais donner $50 par mois, en gros à une association caritative. Selon les principes de l'altruisme efficace, en fait, il faut donner les $50 à l'association qui maximisera le plus le bien-être dans le monde. D'accord ? Et donc typiquement, par exemple, pour faire ça, il y a un site qui s'appelle givewell.org. Et donc en fait, si tu donnes de l'argent à Givewell, en fait, ils vont le donner eux-mêmes à l'association qui sauve le plus de vies par euro dépensé. Et donc ce qu'il raconte Toby Ord, c'est qu'il faut savoir que la donation moyenne, en moyenne, ce que les gens donnent, elle est 100 fois moins effective que la meilleure donation possible. Donc c'est énorme. Et donc en fait, l'altruisme efficace te dit que si tu donnes à une association au hasard et que tu sauves une vie, du coup, bah en fait, concrètement, tu aurais pu sauver 100 vies en donnant à la bonne association. Et en fait, il explique, bah en fait, les 99 vies perdues, en fait, c'est pour ta gueule, en fait. Si tu fais pas de l'altruisme efficace, quoi, en fait. C'est ta faute, un peu. C'est un peu ta faute, tu vois, parce que bah oui, t'aurais pu mieux choisir à qui tu donnes, quoi. Ouais, et en fait, moi je trouve ce qui est vachement intéressant là-dedans, c'est que ça soulève plein de questions vachement profondes, en fait. Ouais. Quand tu t'intéresses à l'altruisme. Parce que, justement, c'est ce que tu disais, c'est genre, ok, c'est un mouvement de pensée qui dit comment maximiser mon impact positif sur le monde avec les moyens que j'ai. Ok, donc ça si tu veux, genre dans l'objectif global du truc, on ne peut que être tous d'accord, qui est de dire on veut faire le plus de bien possible. Donc une fois qu'on est d'accord sur l'objectif global, après tu te dis ok, comment t'y arrives? Et c'est là que ça se complexifie énormément, parce que genre typiquement faire le bien, déjà la définition de faire le bien, elle est vachement subjective, tu vois. Ouais, là toi tu vois, t'as dit genre c'est sauver des vies humaines, mais tu vois, tu peux aussi te dire quelle est la qualité de la vie humaine derrière, genre si on va en parler, c'est pour la sauver, pour qu'elle meure juste un an plus tard, ou etc. C'est ça, ouais. Donc en fait il y a déjà c'est quoi la définition précise de faire le plus de bien possible, c'est quoi notre métrique de succès? Et ça en fait finalement c'est assez dur à définir. On va parler des différentes écoles de philosophie en fait là-dessus justement. Voilà, exactement. Et tu vois, c'est là où tu rentres. Enfin, moi j'ai eu pas mal ce débat avec les gens parce que je trouve que c'est un débat vachement provocateur, le débat de l'altruisme efficace, parce que ça suppose aussi, comme tu disais, la hiérarchisation des causes. Ouais. Tu vois, genre quand tu dis je vais donner à l'assaut A plutôt qu'à l'assaut B, ça implique qu'en fait il y a des problèmes, il y a soit des associations, soit des problématiques qu'il est plus pertinent de traiter d'abord parce que elles remplissent plus ta métrique de succès, tu vois. Et en fait c'est émotionnellement très dur de dire aux gens en fait les aveugles on s'en bat les couilles, il faut traiter les diarrhées, tu vois. Ouais. Et tu vois, et c'est extrêmement dur. Enfin, déjà, il y a des gens dans leur famille qui ont des proches plus ou moins. Enfin, t'as de l'émotionnel qui rentre en jeu en fonction de ton entourage, de si tu te sens plus concerné par un handicap ou une maladie que d'autres. Ouais, et même, pardon, ouais, vas-y. Ouais, je rebondis là-dessus parce que tout à l'heure tu disais tout le monde est d'accord avec le fait qu'on a envie de faire le plus de bien possible au plus de monde. Et en fait. Enfin déjà là moi ça me questionne parce que je me dis moi en fait peut-être que c'est que à mon échelle que j'ai envie de faire du bien à des choses qui me parlent, quoi, voilà, typiquement si j'ai une personne je sais pas qui a Alzheimer ou qui est aveugle ou qui machin, oui. Je vais avoir plus envie d'investir là-dedans, tu vois, localement par rapport au truc global, tu vois. Ça tu vois, je sais pas si ça parle à tout le monde. Alors le truc, c'est un débat aussi. Si, en fait, le truc, c'est justement, c'est qu'on va en reparler. En fait, c'est juste qu'il y a une approche qu'on appelle conséquentialiste, qui est effectivement l'approche de maximiser le bien en général. Et il y a des approches non conséquentialistes qui, j'arrive pas à le dire, qui sont je préfère donner un cadeau pour ma fille à son anniversaire plutôt que de donner l'argent à un petit Africain qui meurt de faim. Voilà. Donc il y a les deux approches. Bon, ça, on va en reparler, mais effectivement, les deux sont valables. Hein. Okay. Ouais, c'est ça, et c'est effectivement c'est toutes ces questions-là philosophiques que ça soulève. Je trouve qu'ils sont vachement intéressantes. C'est déjà genre, qu'est-ce que à toi, à ton échelle, qu'est-ce que tu considères, qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire le bien? Donc ça déjà c'est tout un débat philosophique qu'on va évoquer. De un, de deux, une fois que tu as décidé c'était quoi faire le bien, comment tu le maximises, ça aussi c'est d'autres débats. Et est-ce que tu es prêt à sacrifier A
pour favoriser B parce que machin. Et après, effectivement, tu as le troisième débat qui est de dire, OK, quel niveau d'effort t'es prêt à assumer. Donc là, le mec, lui, il a dit 18 000 pounds. C'est tout à son honneur, c'est un niveau d'effort assez élevé, et que c'est un gros sacrifice qu'il fait. Et genre, justement, à partir de quel moment on considère que c'est un sacrifice honorable ou que c'est simplement superficiel, tu vois. Ça aussi, c'est un troisième, enfin, tu vois, il y a plein de débats hyper intéressants. Et donc juste pour illustrer encore un peu plus ce que c'est que l'altruisme efficace, en fait, je vais donner d'autres exemples, on peut passer un peu vite, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui considèrent que, tu sais, quand tu donnes de l'argent, c'est pas bien d'en parler, parce que c'est gauche d'en parler. L'altruisme efficace te dit que non, en gros, si t'en parles et que t'arrives à convertir d'autres gens, en fait, c'est très bien. Donc tu vois, si là on en parle de GiveWell pendant le podcast et que je sais pas, on convertit une personne, tu vois, qui va donner à GiveWell, c'est trop bien parce qu'en fait tu vois, on va doubler du coup le fait que l'argent donné à GiveWell. Donc c'est trop bien. Donc il dit c'est égoïste de votre part de cacher que vous donnez aux associations, si le fait de cacher votre don et de faire de la pub, ça permet de recruter d'autres dons. Donc ça c'est un autre pan de l'altruisme efficace. Ouais, effectivement, c'est ça, c'est un quatrième débat qui est de dire est-ce que quels sont les moyens que tu considères valides ou honnêtes ou bons, et quels sont les moyens que tu considères un peu fallacieux, tu vois. Donc tu vois, là par exemple, tu as dit oui, dire que tu donnes, c'est un moyen légitime parce que ça permet de susciter d'autres dons chez d'autres gens, par exemple. Mais je pense que tu vas revenir dessus. Dans l'altruisme efficace, t'as un truc vachement controversé qui est de dire que genre maximiser sa fortune personnelle, quel que soit le moyen, ça peut être très bien si à la fin tu la donnes. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, c'est le point d'après. En fait, il dit que il y a plein de gens qui veulent travailler dans des associations caritatives parce qu'ils se sentent utiles, mais finalement l'altruisme efficace te dit que si t'es un gars qui travaille dans la finance et que tu fais moult argent, finalement ce qui fait le plus sens du point de vue efficacité, c'est de continuer de travailler dans la finance, mais justement de donner ton argent. Et donc il dit plus en général, si tu as un talent et que tu fais beaucoup d'argent grâce à ce talent, donne ton argent en fait. Mais ça c'est intéressant, j'avoue que c'est pas forcément intuitif, tu vois, je pense que j'aurais pensé que la personne qui bosse dans l'association, etc., a entre guillemets plus de valeur, fait plus de le bien que le gars juste en donnant de l'argent, même s'il en donnait beaucoup. Mais après il admet que c'est pas facile, parce que quand t'es un mec qui bosse dans la finance, que tu prends cher, que c'est pas très intéressant, que tes potes ils vont jouer au golf et tout, et que t'es là, non je vais pas jouer au golf parce que j'ai que 18 000 pounds, tu vois, il y a aussi quand même en gros ce qu'il dit c'est quand même faites ce que vous vous sentez de pouvoir faire, quoi. Mais gardez en tête que si vous voulez vraiment être efficace au maximum, c'est quand même ça l'efficacité maximale. Ouais, mais tu vois, ça typiquement c'est passionnant parce que, ça par exemple, tu vois, typiquement moi j'ai pas mal d'attrait pour cette théorie de l'altruisme efficace parce que je trouve ça vachement intéressant et stylé. Mais tu vois, il y a certains points sur lesquels je suis en désaccord. Par exemple, ce point-là qui est de dire que à partir du moment où tu donnes à la meilleure cause possible et où tu donnes et où tu te mets dans les conditions pour accumuler le plus de richesse et pour donner le plus possible, tout ce que tu fais, exactement la teneur de ton métier, ne rentre pas en compte dans l'équation. Et pour moi, ou rentre en compte mais de manière marginale. Et pour moi, ça c'est un peu discutable parce que tu vois, par exemple dans ton travail, tu peux en fait, si tu vois, c'est trop mathématique, je trouve. C'est genre, tu sais, dans ton travail, tu peux faire des trucs néfastes pour le monde, genre bosser pour la finance ou genre polluer ta race parce que tu bosses pour Total ou j'en sais rien. Mais l'altruisme efficace, ça dit, si t'es le PDG de Total, mais que tu donnes une grande partie de ta fortune à des assos efficaces en l'occurrence, du coup c'est pas grave parce que l'équation globale elle est positive, tu vois. Non, parce que dans ce cas-là ça serait pas de l'altruisme efficace, parce que en gros il faut prendre le truc dans sa globalité, tu vois. C'est effectivement, si tu donnes tout ton argent mais que tu pollues à balle et que dans sa globalité en fait ça fait du mal. Donc l'altruisme efficace c'est juste un principe en fait. C'est juste un principe qui te rappelle que parfois certains réflexes qu'on a c'est pas forcément les réflexes les plus efficaces. Évidemment, si tu tues des bébés et que tu te fais plein d'argent et que tu donnes cet argent, c'est pas de l'altruisme efficace. Donc non, je pense que la définition est, on va dire claire, mais de savoir exactement ce qu'on fait, ça c'est peut-être moins évident. Mais la définition, en tout cas, elle est claire, quoi. Effectivement, et je pense que c'est bien aussi que les gens ne fassent pas la même erreur que moi j'ai faite, qui est genre, effectivement, tu pousses le raisonnement à l'extrême, et en fait, quand tu le pousses à l'extrême, il est caduque, tu vois, parce que oui, tu peux pas genre être PDG de Monsanto et dire oui, mais je donne, tu vois, ça marche pas. Mais effectivement, le raisonnement qui est de dire,
capitalise sur ton talent, en fait, quel qu'il soit, pour finalement donner. Ça, c'est intéressant. Et du coup, juste, enfin, pour histoire de faire de l'altruisme efficace, donc effectivement, je répète, donc donner sur GiveWell et donc automatiser vos dons, parce que normalement, connaissant la nature humaine, c'est un passage obligatoire. Vous êtes obligé d'automatiser vos dons. Donc voilà, donc un jour décidez que vous allez donner, automatisez vos dons. Il y a que comme ça que ça marche. Sinon, moi, si j'automatise pas, moi je donne jamais en gros. Donc voilà, givewell.org et donc en fait, juste là, on va s'attaquer au livre, mais en fait, pourquoi un gars comme ça écrit ce livre ? Pourquoi le mec qui fait partie de cette association, qui fait de la philosophie sur ce genre de choses, écrit ce livre ? En fait, parce que il y a une grosse partie de l'altruisme efficace qui vise à s'occuper des problèmes politiques les plus pressants, en fait. C'est-à-dire de s'occuper des problèmes politiques ou les problèmes de société qui vont sauver le plus de vies, tu vois. Donc typiquement, je sais pas, genre c'est quoi les problèmes politiques les plus importants, Georges ? C'est l'écologie et les inégalités. Ok, et genre le prince Harry et Meghan Markle, là, on s'en tamponne le coquillard. Ok, bon, ok. Donc je vais sauter ce chapitre-là dans le livre, alors. Du coup, voilà, ouais, on va vraiment s'intéresser aux problématiques qui sont liées à la survie de l'espèce humaine afin de maximiser le bien-être de 7 milliards d'habitants et de toute leur descendance. Voilà. Et donc pourquoi le livre en fait s'appelle Le Précipice ? Il y a une espèce de gravure en noir et blanc avec un précipice sur la première page à l'intérieur du livre qui est super belle, où vous la verrez pas. Mais pourquoi ça s'appelle Le Précipice ? En fait, c'est la théorie qu'il développe, c'est qu'il dit que les générations futures, donc nos enfants, quand ils apprendront notre époque dans les livres d'histoire, ils feront probablement référence à notre époque sous le nom de époque du précipice. Pourquoi ils feront référence à ça ? Il dit que notre époque elle est vachement intéressante parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où l'humanité a obtenu le pouvoir de s'autodétruire en fait. Et donc ça sera sûrement l'époque la plus fascinante à étudier, car en fait c'est la période clé où tout a pu basculer. C'est-à-dire que on va y revenir, mais il donne dans les 100 ans qui viennent, il donne une chance sur 6 d'extinction de l'humanité. D'accord ? Donc c'est énorme. Et donc il dit que si tu as une chance sur 6 d'extinction, bah en gros tu peux pas vivre comme ça 500 ans, 1000 ans, quoi. Parce qu'en gros, une chance sur 6, c'est tu jettes des dés, d'accord ? Donc en gros, il dit que soit il y a extinction de l'espèce humaine, soit on a réussi à passer l'époque du précipice, et donc on a réussi à réduire notre probabilité d'extinction de 1 sur 6 à quelque chose de beaucoup plus tenable, quoi. Tu vois ? Et donc il dit que notre époque est vachement intéressante, parce que on a en gros une énorme probabilité d'extinction, et que si on survit, les générations futures vont trouver cette époque fascinante, quoi, en fait. Et du coup, quand il dit cette époque, c'est quelle époque ? Est-ce que, par exemple, il y a 1000 ans, on n'était pas à 1 sur 6 ou c'est... On n'était pas à 1 sur 6 à 1000 ans, et vous allez comprendre, en gros, quand on va lister les différents risques, que les différents risques, c'est surtout des risques qui sont apparus récemment, en fait. Et qui vont apparaître qui risquent d'apparaître dans les 100 ans. Ok ? Ouais. Ouais, non, mais oui, c'est intéressant. En fait, c'est un peu les 3 générations, on va dire, où l'humanité a collectivement à faire des choix assez difficiles pour assurer sa survie. Alors qu'avant, il n'y avait pas à faire des choix. Avant, c'était simple. Enfin, c'était des choix individuels en mode survie darwiniste, fallait que je mange. Bah, avant, t'étais un mammifère comme un autre. Exactement. Et là, il y a des choix un peu collectifs à faire, qui est que ta survie à court terme, elle est maintenue. Mais par contre, ton comportement fait que la survie de ton espèce est mise en danger. Et donc, est-ce que tu es prêt à modifier ton comportement, etc. Donc, en fait, c'est plus une question de survie à l'échelle de ton existence. C'est plus une survie plus lointaine de tes descendants. En fait. Ah oui, c'est peut-être bien ça sûr. Le changement de paradigme. Oui, bien sûr. Mais enfin, si tu veux, effectivement, un mammifère, on va en reparler, mais un mammifère, enfin. Un mammifère lambda n'a pas une chance d'extinction de 1 sur 6 tous les 100 ans, tu vois. Enfin, voilà. Donc c'est hyper particulier en fait notre cas, si on croit ce qu'il dit. Donc voilà. Donc en fait juste pour commencer à illustrer un peu ce qu'il est en train de dire, voilà. C'est vrai qu'on peut aussi réécouter l'épisode d'avant, là où on parlait de la bombe. Voilà, il dit le 27 octobre 1962, un officier soviétique, Valentin Savitsky, à bord d'un sous-marin, a failli déclencher une guerre nucléaire. Voilà, c'était pendant la crise des missiles de Cuba. Le sous-marin était sans contact radio. Les Américains avaient fait un blocus autour de Cuba.
Ils essayaient de faire sortir le sous-marin à de l'eau à l'aide de charges explosives. Le gars a été coupé du monde extérieur apparemment et il savait pas si la guerre avait déjà commencé. Et apparemment l'officier il est passé très près de lancer une attaque nucléaire sur la flotte américaine. Et en fait voilà, par pure chance, le commandant de la flotte entière était à bord et l'en a dissuadé. Et voilà, bon ça on en a parlé dans le livre d'avant. En fait, il y a eu plein de fois où en fait il y a eu on était à la limite de la guerre nucléaire. Et donc voilà. Enfin là, c'est un exemple pour illustrer le type de risque auquel l'époque du précipice va être sensible. Et qui sont même exclusifs, enfin qui sont nouveaux, qui sont exclusifs à l'époque du précipice. C'est ça. C'est ça. Et du coup, en fait, je vais commencer par présenter son tableau des risques. Je trouve que ça va être intéressant. Ça va être un peu compliqué. Enfin, là, l'idée, c'est de pas le commenter, en fait, en détail, parce que justement, le but du livre, c'est de revenir, en fait, sur tous les points, tu vois. L'idée, c'est de fermer bien vos gueules. mais je préfère que tout le monde ait un peu l'overview et les valeurs en tête. Donc, en fait, il va faire deux choses. Il va diviser ce qu'on appelle les risques naturels. D'accord, et les risques anthropogéniques, d'accord, donc causés par l'homme, d'accord. Donc les risques d'extinction naturelle, ça va être astéroïdes, volcans, explosions stellaires, voilà, tout ce qui est hors de notre portée. Et en gros, ça, il va dire qu'il y a une chance sur 10 000 d'extinction totale dans les 100 ans. Voilà, donc ça c'est ses estimations, on va revenir dessus. C'est pas beaucoup. En revanche, les risques anthropogéniques, donc guerre nucléaire, virus créé par l'homme, intelligence artificielle, réchauffement climatique, on va parler de tout ça, qui cumulés donnent une chance sur 6 d'extinction totale dans les 100 ans. Voilà. Donc on voit que en gros déjà il y a un énorme décalage entre naturel et anthropogénique. Oui, c'est ça. Et juste pour revenir, lui il parle vraiment d'extinction, c'est-à-dire qu'il reste pas un être humain. Exactement. Donc il faut bien faire la différence. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que pour revenir, nous, on a fait pas mal de bouquins sur la transition énergétique, etc. Et on évoque plein de fois le fait que c'est un système fermé et que si on n'agit pas très rapidement, le système va se réguler de manière très violente et que ça va être des tragédies mondiales. Mais tu vois, tragédie mondiale, genre si tu réduis de moitié la population mondiale, c'est un cataclysme total, mais c'est pas une extinction. Il reste quand même des gens. En fait, lui, sur une chance sur 6, c'est vraiment, il y a plus personne, quoi. En fait, c'est pas qu'il y ait plus personne, c'est soit il y a plus personne, soit, en gros, ça empêche l'humanité d'assouvir son potentiel. Tu vois? C'est-à-dire qu'en gros, on régresse à un espèce d'âge où c'est fini, quoi. En gros, on pourra plus jamais remonter, quoi. Tu vois? Okay. C'est ça, une extinction, quoi. Ouais. Voilà. Donc effectivement, si on parle de 3 milliards de morts ou d'emmerdement maximal, voilà, non, c'est pas ça là. On parle d'extinction ou de perte du potentiel. Voilà. Donc ça, c'est un peu le tableau. Donc bien avoir en tête les risques naturels et les risques anthropogéniques. C'est ça. Bah en fait, c'est ça parce que je veux juste pas que les auditeurs se disent bon bah en fait une chance sur 6 c'est pas tant que ça. On s'en branle de l'écologie. tu vois ce que je veux dire? Non, mais je pense qu'on va se taper plein de pouces rouges comme sur la vidéo de Pinker, tu vois, où en gros, vu que tu sais, enfin là, les gens qui regardent cette chaîne, j'ai l'impression qu'ils kiffent un peu Jean Covici. Je pense qu'on va prendre cher, mais oui, enfin, en gros, l'idée c'est que oui, on parle d'extinction ici. Donc en gros, malheureusement, si c'est 1 milliard de morts et que c'est une tragédie totale, ça ne tient pas compte dans ces probabilités-là, quoi. Voilà. Donc il dit que un risque existentiel, malheureusement, bah, c'est un bien public dans le sens où il profite à tout le monde et le fait d'en bénéficier ne le retire pas aux autres. Donc c'est quelque chose que les marchés vont ignorer. Il dit que c'est pas faisable non plus par une intervention étatique, car le risque existentiel, c'est un bien public global. Donc même les pays sont poussés à le négliger. Je vais essayer d'illustrer parce que c'est pas forcément clair dit comme ça. Il dit par exemple que la Grande-Bretagne, c'est 1% de la population mondiale. Donc s'ils agissent contre les risques existentiels, 100% des coûts leur seront imputés, mais ils en tireront seulement 1% des bénéfices. Voilà. La Chine, c'est 20%. Voilà, ce qui potentiellement pousse la Chine à beaucoup moins négliger les risques existentiels. Donc je trouvais ça intéressant. Si on parle des risques eux-mêmes, on va parler 2 minutes des astéroïdes. Donc on rappelle que l'extinction qui s'appelle KT, donc Crétacé Paléogène, c'était il y a 66 millions d'années, c'est ce qui a tué les dinosaures. Et là, c'est un astéroïde de 10 km de diamètre qui a percuté la Terre. Et donc c'est 1 million de tonnes de pierre, donc 10 milliards de Hiroshima. Voilà.
tout dans un C'est fou kilomètre. parce qu'en fait, quand tu te dis 10 km, c'est pas si énorme. Hein. Bon, Non, c'est ça qui est ouf, je- ouais. C'est que, le truc va à 60 000 km/h, donc le truc pique, quoi, en gros. Et donc, ouais, tout dans un rayon de 1000 km est tué. Il y a un nuage de poussière et de cendres qui s'élève dans l'atmosphère, et voilà, t'as un espèce d'hiver nucléaire, et c'est la grosse bifle. Et apparemment, en 94, il y a une directive qui a été émise par le Congrès à la NASA pour trouver ce genre d'objet dangereux, en fait. Voilà. Et donc, globalement, ils en ont trouvé pas mal. Donc, il dit qu'on a trouvé 95% de ceux qui font de 1 à 10 km et 99% de ceux qui font plus de 10 km. D'accord ? Donc, plus grand que ceux qui ont tué les dinosaures. Quand tu dis trouver, ça veut dire dans On sait où ils sont. l'univers, quoi. On sait où ils sont. Et on sait, du coup, qu'ils vont pas taper sur Terre. Et donc, en fait, si tu veux, ça permet de bouger la probabilité d'extinction par astéroïde, puisque tu en as trouvé certains. Et donc, en gros, il estime que c'est 1 sur 1 million. Voilà. Ouais, Pour ce c'est risque. que non seulement t'en as trouvé, et du coup, tu as des moyens de dévier la trajectoire du Ouais. truc. C'est genre Armageddon, quoi. Alors oui, mais là c'est juste, je sais même pas s'il parle de, non, là c'est même pas pour le dévier, c'est juste, il dit Ah oui. le fait qu'on les ait trouvés, en gros. Ah oui, ça te permet de faire le calcul. Ouais, c'est On hyper peu détermine probable. leur trajectoire, des trucs comme ça. Enfin, Ok. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. C'est ça. Mais je crois qu'il y a un site, évidemment, je me rappelle pas le nom, et qui recense, je pense, du coup, ça, c'est les astéroïdes, et puis aussi des trucs plus petits, des météorites ou des trucs comme ça. Et Ouais. enfin, c'est accessible à tous, quoi. Ça doit être un site peut-être de la NASA ou quoi, et tu peux voir, ouais, s'il y en a qui vont croiser la Terre ou pas loin, quand et tout. Enfin, il y a pas mal d'infos. Ça a l'air bien renseigné. Voilà, c'est un truc qu'on fait. Apparemment, je savais pas. C'est un truc qu'on fait de traquer ce genre d'objet. Donc voilà, bon, ça baisse la probabilité. Plus on les traque, plus ça baisse la probabilité. Bon, les super volcans, voilà, je vais pas en parler trop. Il dit il y a 74 000 ans, le volcan indonésien Toba est entré en éruption et a recouvert l'Inde de 1 mètre de cendres. Voilà, il y avait des traces jusqu'en Afrique. Donc ça, on peut pas y faire grand chose, mais c'est un peu facile enfin, genre en gros, on peut le pronostiquer parce que tu fais des études géologiques et donc voilà. Donc ça aussi, c'est évidemment des probabilités très faibles par rapport au risque anthropogénique. Et donc, si on se dit qu'on a un peu fait le tour de tout ce qui est risque naturel et qu'on se dit qu'en fait, voilà, c'est très peu probable qu'on se fasse avoir par ça. Ce qui est beaucoup plus intéressant, par contre, c'est les risques anthropogéniques, en fait. Et donc, voilà, il parle des risques nucléaires d'abord, donc tout ce qui est attaché à la bombe. C'est vrai que c'est pas mal de regarder l'épisode d'avant où on l'aborde en long et en large. Ici, on va dire que je sais pas si ça vaut vraiment la peine de rentrer dans les détails. Je vais juste rappeler que en 45, quand on a fait exploser la première bombe à fission, les scientifiques pensaient que ça allait faire une réaction en chaîne qui allait évaporer toute l'atmosphère. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc on avait peur de ça. Et donc ils ont vite fait checker, et ils ont fait bon, vas-y, on le fait quand même, tu vois. Et donc l'auteur dit qu'en se basant sur l'altruisme efficace, c'est complètement inadmissible en fait de prendre ce genre de risque pour tout le monde. Et il rajoute une couche, c'est-à-dire qu'en 54, quand les USA ont testé la bombe à fusion cette fois-ci, donc la Castle Bravo, en fait la bombe elle a pas relâché 5 mégatonnes comme prévu, elle a relâché 15 mégatonnes, en fait parce qu'on avait oublié une réaction en chaîne dans le calcul, tu vois. Donc encore la bourde, tu vois. Ouais. Donc c'est pas mais tip du top. coup, quand ils font ces tests, est-ce que eux ils considèrent pas que si ça fonctionne, enfin ils ont pas, c'est bon pour l'humanité que cette arme existe en fait. Enfin, je veux dire, du coup, est-ce que eux ils ont une autre façon d'avoir l'impression de faire le bien, quoi. Je pense pas qu'on est menacé d'extinction si on n'a pas d'armes nucléaires. Donc d'un point de vue altruisme efficace, je sais pas si ça fait sens. Le point, c'est de dire que c'est quelque chose de surpuissant et que du coup, la probabilité que ça fasse des dommages irréversibles et majeurs à l'humanité, ils sont énormes. Et que du coup, nous, on se rassure en essayant de dire, de mettre en place soit des protocoles, soit de dire oui, mais scientifiquement, on connaît la réaction du truc. Enfin, tu vois, soit de mettre en place des protocoles d'usage de l'arme en question, soit de dire on connaît bien l'arme, on la maîtrise, soit de dire elle est aux mains de gens bien. En gros, c'est globalement les trois trucs. Mais en fait, c'est des trucs trop incertains
et l'arme est beaucoup trop puissante pour pouvoir s'appuyer sur ces trucs-là. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il Ouais. suffit. Le point du bouquin d'avant, c'était de dire que plein de fois, on était à 2 doigts que ça merde, et qu'il suffit qu'une fois que ça merde une fois pour que ça ait des dommages incommensurables de type guerre nucléaire, et que du coup, ça vaut pas le coup, quoi. Et là, il cite quelques dates. Il dit 79 chez les US, 83 chez les Russes, 95 chez les Russes. En fait, de plein de moments où on est passé très très proche de la guerre nucléaire. Il y avait Cuba aussi, hein, forcément. Ouais, vas-y. Ouais. Donc soit à cause de défaillances techniques, genre des radars qui ont mal fonctionné, qui ont signalé des trucs, soit à cause de défaillances humaines, genre politiques, il y avait trop de tensions, les mecs ils s'aimaient plus. Enfin, en fait, l'être humain et les machines qu'on crée sont beaucoup trop faillibles pour pouvoir avoir un truc aussi puissant en si grand nombre, en fait. Ouais. Genre, il y en a trop, tu vois, des armes nucléaires, et c'est surpuissant aujourd'hui. Genre, dans le bouquin, je crois que tu disais, les armes nucléaires d'aujourd'hui, elles sont genre 50 fois plus puissantes que Hiroshima et Nagasaki. Enfin, c'est un truc. C'est impressionnant. Et bon, enfin, en gros, je pense que tout le monde connaît, mais l'effet le plus important d'une guerre nucléaire, c'est en fait toute la suie qui s'élève dans l'atmosphère, qui crée un hiver nucléaire. Moins 7 degrés de moyenne pendant 5 ans, 20 degrés en moins en Amérique et en Asie. Voilà, après, voilà, il se pougne un peu et il se dit est-ce que ça fait vraiment une extinction? Typiquement en Nouvelle-Zélande, ça ferait pas une extinction. Apparemment, sur les pays côtiers, ça va un peu mieux que les autres. Mais bon, voilà, la bombe nucléaire, quand même, un risque assez violent. Mais du coup, c'est peut-être une solution au réchauffement climatique. Ouais, c'est effectivement, ouais. Mais ça, c'est des vraies solutions dont les gens parlent, tu sais, genre lâcher des trucs dans l'atmosphère et tout pour bloquer le soleil, je sais pas quoi. Mais ça, si tu fais de la merde, t'es vraiment, t'es pas bien, quoi. C'est en dernier recours. Ouais. Mais du coup, il estime à ça pour le nucléaire. C'est quoi l'estimation de? Ouais, je vais te dire tout de suite. Pour le nucléaire, c'est 1 sur 1000. 1 sur 1000, alors que donc les autres, les risques naturels, juste pour comparer, c'était 1 sur 1 million, 1 sur 10 000. Ouais, le total du naturel, c'était 1 sur 10 000. Ok. Qui est en gros le volcan, quoi. C'est ça la plus grosse proba. Et le nucléaire, c'est 1 sur 1000. 1 sur 1000, donc ça fasse une extinction dans les 100 ans. Voilà. Bon, c'est pas une chance sur 1000 qu'il y ait une guerre nucléaire, hein. C'est une chance sur 1000 qu'il y ait une extinction. Donc on voit que c'est pas ça qui contribue au 1 sur 6. Le réchauffement climatique, on va pas en reparler. Le seul truc intéressant, c'est qu'il dit qu'il y a 3 scénarios un peu à avoir en tête. Il y a le scénario extinction, qui est ce qu'on appelle apparemment l'effet de serre incontrôlé. C'est le runaway greenhouse effect. Donc la mer se chauffe, créant de la vapeur d'eau, un gaz à effet de serre qui fait chauffer la mer et ainsi de suite. Et en fait, ça fait une loupe, quoi. Tu sais, comme un micro qui fait du larsen. On pense qu'on peut pas déclencher ça avec les émissions humaines. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'extinction. Le scénario 2, extinction, mais on sait pas trop, c'est ce qu'ils appellent le moist greenhouse effect. Donc c'est comme ce que je viens de dire, mais moins violent. Voilà. On est moins sûr que ça peut se produire avec les humains. C'est pas clair, du coup, moins violent, ça veut dire la boucle se met pas bien en place ou... Ouais, c'est ça. Je sais pas, c'est la boucle de rétroaction, mais en moins vénère, quoi. Et donc le scénario 3, c'est le scénario qu'on connaît bien, quoi. C'est les milliards de morts, mais pas d'extinction humaine, quoi. Voilà. Donc vu qu'il dit que le scénario 1, qui est le runaway greenhouse effect, pour lui le gros de l'extinction sur le réchauffement climatique, bah ça diminue pas mal. Et pareil, il met le risque à 1 sur 1000, voilà. Du coup, voilà, ce qui va créer en gros la majorité des pouces rouges de la vidéo, quoi, hein, globalement. Du coup, ouais, il dit 1 sur 1000 pour le scénario extinction, et il parle pas, il donne pas d'évaluation pour le scénario, parce que c'est pas ce qui l'intéresse pour le scénario 3. Exactement. Donc ça aussi, on voit que c'est pas, voilà. Il dit, c'est compliqué de voir comment on peut atteindre une extinction de l'humanité avec ça. Mais voilà, donc ceci étant dit, et ça c'est la partie peut-être la plus intéressante du livre, c'est il dit qu'en est-il des risques futurs en fait. Donc c'est quoi les trucs qui vont arriver dans les 100 ans qui vont être méga dangereux. Et donc il va citer les pandémies. Et ce livre a été écrit avant le Covid, donc c'est pas mal je trouve. Et voilà, il rappelle voilà, en 1947, la peste noire a décimé entre 5 et 14% de la population mondiale. Apparemment, les Mongols catapultaient des corps contaminés au-dessus des murs de la cité assiégée de Kaffa. Je trouvais ça rigolo. Ça devenait une arme, quoi. Voilà.
C'est énorme. Ouais, tu savais Putain, pas. Ah ouais, c'est innovant. Moi, j'avais en tête des vaches qui faisaient ça avec des vaches, mais ok. Voilà. Mais du coup, c'est peut-être un C'est tout petit peu génial. hors sujet. Non, mais on va pas parler on va C'est pas pas parler ça. des Mongols qui Non, catapultent. je me demandais, en fait, je connais pas la peste noire, tu vois, il dit 1347, ça a duré qu'un an, parce que tu sais, là, on est en plein Covid et on voit que ça dure et que ça va durer plusieurs années. Je me demandais, ce genre de, Je sais pas combien de temps de ça a duré, grosses trucs-là, la peste combien noire, de temps ça a malheureusement. duré, Je sais pas. de grosses pandémies. J'adore le manga. Mais oui, putain, je savais que ça allait faire kiffer Georges. Il balance des cadavres contaminés sur la cité à ce jeu. C'est des génies, ça. Voilà. Donc il cite aussi voilà, l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, où en gros on pense que les maladies ont tué 90% de la population indigène, quoi, que ça a été un massacre. 1918, la grippe espagnole avec 5% de morts dans le monde. Donc je sais pas si vous voyez 5% de morts dans le monde, mais c'est plus que les 2 guerres mondiales combinées, hein, quand même. Voilà. Et donc il rappelle qu'aujourd'hui tout le monde s'en branle des pandémies. Alors du coup pas aujourd'hui, mais quand il a écrit le livre. Mais attention, parce qu'on a de la surpopulation, on a de l'agriculture moderne de masse, une grande densité de transport rapide, voilà. Donc tout ça contribue à ce que ça soit pas cool, les pandémies. Et il explique que il y a tout ce qui est recherche en laboratoire qui consiste à rendre certains pathogènes plus dangereux pour les étudier, ce qui s'appelle la recherche en gain de fonction, qui est un truc qui risque de nous mordre le cul, puisque c'est pas forcément la meilleure des idées de rendre des virus encore plus hardcore qu'ils le sont. Et voilà, donc il cite en 2012 un virologiste ou virologue en français. hollandais qui expérimentait sur une branche de H5N1 qui avait 60% de taux de mortalité sur l'homme et qui s'est fait un kiff qui l'a rendu transmissible d'un mammifère à l'autre alors que ça n'était pas de base. Voilà. Alors ça part d'une bonne intention, mais ça serait bien de pas faire ça, tu vois. Voilà. Ça part d'une bonne intention, c'est-à-dire Il veut étudier, quoi, il le veut truc. montrer qu'on peut faire ça et comment on le fait. Il fait de la recherche, quoi. Oui, d'accord. Enfin, le gars, il fait de la recherche. Il y a des règles aussi en recherche, tu vois, je veux dire. Bah, apparemment, non. Voilà. Donc. En tout cas, là, non. Voilà, là, non. Donc, en gros, 2001. il a rendu le H5N1 transmissible d'un mammifère à l'autre. Alors que ça l'était pas, c'est ça? Ok. Ah, ouais, putain, c'est chaud. Donc okay. c'est la recherche gain de fonction, c'est-à-dire que tu greffes une fonction additionnelle sur le virus. Et juste par curiosité, c'est quoi l'intérêt final de ça? Oui, ok, c'est pour l'étudier, mais genre, qu'est-ce que ça t'apporte? Voilà, c'était un peu ma question. C'est en gros, c'est pour dire si le truc mute, je saurais comment il agit, ou il y a d'autres. Mais par exemple, oui, par exemple, tu leur rajoutes une fonction et tu dis bah voilà, là j'ai créé ce virus-là, donc si ce virus-là apparaît, comment est-ce qu'il se comporterait, quoi. Okay. Et comment je lutte contre, peut-être, non? Tout à fait, donc voilà. Mais je préférais quand même qu'il fasse pas ça. Et donc du coup, il cite également en 2001, donc il y a un virus qui. Ouais, vas-y. Pardon, juste par curiosité, ce truc-là de cette recherche en gain de fonction, c'est un truc commun, genre ça. C'est très commun. Il y a plein de gens qui pensent, alors théorie de conspirationniste, que le Covid c'est un gain de fonction qui est sorti de Wuhan, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est plein de gens plein de gens qui pensent que ce n'est pas ça, mais il y a plein de gens qui pensent oui. Pardon. Putain, mais c'est ouf ça parce que parce que ce truc-là en fait c'est comme t'as le même raisonnement que la bombe nucléaire ou dans le sens où il suffit d'une petite erreur pour que ça parte en couille. Ouais. Et que genre c'est la même chose quand on s'appuie beaucoup trop sur la technologie et sur les protocoles sanitaires des labos. Et que genre il suffit qu'il y ait une erreur et que le truc soit hautement transmissible pour que tu chies. Mais je vais te donner, hein, il donne plein d'exemples de trucs qui sont échappés. Donc il dit en 2001, il y a un virus qui s'est échappé en Grande-Bretagne qui a tué 6 millions d'animaux, donc c'est la fièvre afteuse, et qui a causé 8 milliards de dommages économiques. Et du coup, il s'est encore échappé en 2007 du même labo. Et c'est un labo qu'on appelle BSL4, donc je crois que c'est la plus haute sécurité possible. Et donc l'amende était quand même de 5000 pounds à chaque fois, tu vois, les 2 fois. Et à chaque fois, 2 semaines plus tard, leur licence était renouvelée. Voilà, les 2 fois. Mais où il s'est échappé. 5000 pounds par animaux tués quand même, non? Non, juste 5000 pounds. Voilà. Attends, parce que la fièvre afteuse, c'est un virus créé par l'homme, enfin qui a été partiellement créé par l'homme. Je sais pas. Bah, c'est ce qu'il dit un peu. Ah non, c'est juste qu'il dit, je sais pas, qu'il s'est échappé. Oui. Ouais, là, il s'est échappé du labo. Okay. Parce que là, tu vois, il parle de variole aussi. Il dit le dernier spécimen de variole s'était échappé de Grande-Bretagne.
Et donc aujourd'hui, seuls les US et la Russie en ont. Et donc les Anglais ont détruit leur stock tellement ils avaient honte, tu vois. Mais oui, il y en a Ok. dans les labos, ouais. Putain, mais les Anglais, Ouais, d'accord. Ouais, les Anglais, ils Donc, prennent c'est cher. un peu des cassos. Donc en fait, les deux trucs là que t'as dit, la fièvre rasteuse, là où ça a contaminé X millions Ouais. d'animaux, Ouais. c'était en fait c'était un truc qu'on connaissait et qui était circonscrit dans un labo et qui s'est échappé et qui a généré 5 millions d'animaux morts. Oui, oui. Ah ouais, c'est ouf, mais ça, je savais pas. Enfin, c'est Non, ça a été Ok. très peu médiatisé apparemment, c'est ce qu'il dit. ok. Parce que pour le coup, la fièvre rasteuse, on connaît, on savait qu'il y avait des quarantaines, qu'il y avait des abattements, des... Non, mais je sais pas on- si c'est un virus naturel ou créé par l'homme. Ce que je te dis, Oui, c'est oui. que là, il se trouve qu'il s'est échappé du labo. Oui, oui, non, mais je Mm. comprends. Mais ce que je veux dire, Ouais. c'est qu'on a entendu parler de la fièvre rasteuse, du fait qu'il y avait des élevages entiers qui étaient abattus par mesure de précaution, etc., etc. Mais genre, personne n'a jamais dit que l'origine du truc, c'était un virus En qui s'était Grande-Bretagne, généré. c'était ça, ouais. Il y avait, Bah, apparemment, il dit que enfin, lui, il se souvient parce que ça, c'est il y a longtemps, mais à la télé, il y avait des espèces d'images de bovins en train de cramer enfin, ils avaient tout Oui. fait brûler, les animaux et Ouais, tout. des charniers et tout. Moi, je me Ouais. souviens pas de ça, mais Ok. apparemment, ouais, c'était chaud, quoi. Et donc, dernier truc, le SARS-CoV, qui a émergé en 2003, est sorti au moins 4 fois de laboratoire lors d'expérimentations. Voilà, il liste d'autres échappées de labo et il dit c'est qu'une question de temps avant qu'il y en ait une de grave. Donc on peut parler du coronavirus. Donc effectivement, la thèse principale, c'est qu'on pense que c'est pas échappé d'un labo. On pense que c'est un virus naturel mais anthropogénique s'il a été dans le marché. Si tu vois, si c'est à cause du marché qu'il a été transmis. Mais déjà, je trouve ça intéressant parce que tu vois, genre, il a écrit le truc avant le coronavirus. Et finalement, parfois, il suffit d'écouter les gens intelligents pour s'éviter bien des problèmes, j'ai envie de dire, tu vois. Ok. Bah, Ouais, c'est ouf ça, les trucs des labos quand même. Enfin, je savais pas je savais pas qu'il y avait eu autant de cas où ça s'était échappé, machin. Ouais, c'est quand même parce que genre, il suffit qu'il y en ait quand même un d'un peu hardcore qui sorte. Oui, c'est ça. Et lui, il dit 1 sur 1000 c'est quoi la probable sur ça? Et ça, sur les labos, c'est... laisse-moi regarder. Enfin, ça, c'est pas les labos, c'est genre le probable d'une pandémie non maîtrisée, quoi. C'est Enfin, ça. Alors, Engineered Pandemic, c'est 1 sur 30. oui, d'accord. ouais. Ah ouais, tu vois, c'est quand même fat. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui. Et là, une pandémie naturelle. Non, mais une pandémie naturelle, c'est 1 sur 10 000, mais si tu veux, quand t'as une transmission dû au fait que, tu sais, on fait de l'agriculture de masse, tout Ah ça, oui, ça ça, ils compte. considèrent comme anthropogénique, parce D'accord, que ok, du ouais. coup, c'est pas, enfin, comprends. c'est de notre faute, quoi. Donc ouais, c'est quand même pas mal. 1 sur 30, ouais. Et je t'avoue, ouais, genre, moi, j'avoue, ce qui me saoule, là, en ce moment, avec le Covid, c'est que, déjà, j'ai vu quasiment aucun débat sur est-ce que ça vient d'un labo ou est-ce que ça vient pas d'un labo, tu vois. Mais admettons, c'est une théorie du complot, admettons, c'est que les tocards qui pensent ça. Ce que je veux dire, c'est que maintenant qu'on a vu à quel point un virus ça peut foutre la merde, tu vois, même si on admet que le virus, le Covid, c'est d'origine naturelle, je me demande quand même où sont les débats sur est-ce qu'il faudrait pas faire un peu attention à ce qu'on fait dans les labos et interdire certaines pratiques, tu vois. Là, normalement, les gens, on devrait avoir les yeux ouverts sur ce que c'est un virus et sur ce que ça peut faire. Donc peut-être que les trucs où on s'amuse à pimper les virus pour le kiff de les étudier, peut-être faudrait qu'il y ait un débat, quoi. Et j'ai entendu genre 0 minute de débat à la télé là-dessus, quoi. Enfin, je suis un peu choqué, quoi. Je suis d'accord, il y a deux aspects. Il y a le côté, déjà, dès que quelqu'un évoque l'hypothèse selon laquelle ça pourrait émaner d'un labo, t'es direct taxé de complotiste, etc. Ouais. Enfin, moi, j'ai aucune hypothèse là-dessus. Mais d'après ce que dit le mec, c'est que c'est possible, c'est que c'est déjà arrivé, quoi. Ouais. Et sachant que la Chine, c'est un état très secret, on sait pas trop. Donc, enfin, l'hypothèse mérite d'être discutée, tu vois. Ouais. Mais encore une fois, on n'a aucun indice là-dessus, quoi. Et d'autre part, effectivement, de dire oui, le fait de faire monter en charge des virus pour les étudier, c'est quand même gravissime. Et genre, c'est vrai que, enfin, ouais, je suis d'accord que personne n'en a jamais parlé, quoi. Et là, on Enfin, s'en moi, branle, quoi. Enfin, je trouve ça un peu choquant, quoi. Ouais. Je trouve ça un peu choquant. Et puis, tu sais, genre, les unités, là, les labos de haute sécurité, là, où ils stockent des virus, où ils étudient des virus, j'ai l'impression qu'il y en a pas si peu que ça, tu vois. Enfin, après, j'ai pas étudié la question, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas 2 dans le monde, quoi. Bah il y en a, non, genre, puis c'est pas plusieurs négligeable. centaines. Oui. Tu vois, donc ça veut dire que ça multiplie d'autant plus la probabilité d'erreur, quoi. Tout à fait, ouais, c'est ça. Et il y a une autre source aussi qui est, tu sais ou tu sais pas, mais le génome des virus, il est disponible sur Internet. Et donc là, si on parle d'une fenêtre de 100 ans, en fait,
tu vois, il y a un truc qui va vite devenir intenable, c'est que si ça se démocratise, tu vois, ça se démocratise les genres d'imprimantes à génome, tu vois, ou les trucs où en gros tu peux faire un peu ton projet de science chez toi ou à l'école ou un truc comme ça. Ah, ça va vite devenir intenable si tu peux avoir la variole en PDF et l'imprimer, quoi. Donc en gros, il y a quelque chose sur laquelle, enfin, il y a un problème sur lequel en gros, on mériterait de se pencher, quoi. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était les virus. Ensuite, l'autre risque intéressant, c'est le risque d'intelligence artificielle non alignée. Donc, vu qu'on va faire non aligné. Et donc, vu qu'on va faire un bouquin qui s'appelle Super Intelligence de Nick Bostrom, qui est le bouquin le plus connu là-dessus, on va en parler ici, mais pas trop. on laissera les gens regarder l'épisode sur Super Intelligence. Mais voilà, je vais en parler un petit peu de ce risque-là. On va dire que de façon surprenante, les tâches qu'on considérait comme étant le pinacle de l'intelligence humaine sont en fait assez simples à implémenter dans un ordinateur. Donc c'est le calcul ou les jeux d'échecs. Voilà, tout ça c'est assez simple finalement à implémenter. Beaucoup plus que de reconnaître un chat ou de ramasser un œuf, il dit. Et donc, il dit... en 2017, DeepMind créa AlphaZero, et c'est un système qui apprend à jouer au jeu d'échecs de 0 à godlike, genre en 4 heures, tu vois. Et en plus, il dit, à la grande appréciation des amateurs d'échecs, car l'ordinateur ne gagnait pas de façon ennuyeuse et méthodique, mais avec panache, rappelant les jeux d'échecs de l'ère romantique. Tu vois. Donc tu vois, en plus, il est stylé, tu vois. Il a du panache. Il a du panache. Et donc en 2016, il y a un sondage qui a eu lieu, qui a sondé 300 des plus grands chercheurs de machine learning et d'intelligence artificielle. Et ce sondage demandait quand est-ce qu'une intelligence artificielle pourra accomplir n'importe quelle tâche mieux et moins cher que n'importe quel être humain. Et donc le résultat du sondage, c'est il y a 50% de chances d'ici 2061. Je sais pas pourquoi 61. Et 10% de chances d'ici 2025. Voilà. Donc en gros, cette intelligence dite générale n'est pas impossible d'ici 10 ans, et c'est plus probable, oui, que non, d'ici 100 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Voilà. Et en fait, les rares personnes qui travaillent sur la problématique de l'alignement de l'intelligence artificielle, donc aligner l'intelligence artificielle avec nos désirs à nous, trouvent que c'est très difficile d'encoder nos valeurs humaines dans le code. Car l'ordinateur ne travaille pas avec une morale, mais avec des reward functions, tu vois. Et donc, plutôt que Vas-y, ouais. Pardon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dire on va pouvoir créer des intelligences artificielles qui sont capables de faire n'importe quelle tâche de l'être humain mieux que l'être humain, ouais. Pour moi, ça, c'est effectivement très crédible à assez court terme, à moyen terme. Ouais. Mais par contre, ça veut pas dire nécessairement que tu vas atteindre une singularité dans l'intelligence artificielle. Alors malheureusement ici dans le bouquin, ou soit c'est ma transcription ou soit c'est mal fait dans le bouquin, mais dans le bouquin de Nick Bostrom, Super Intelligence, il fait bien la distinction entre les différents trucs et il te donne un peu tous les sondages. Et effectivement, tu constates que l'intelligence générale, donc c'est-à-dire c'est différent que de savoir mieux faire une tâche précise. Tu vois, Voilà. Mais je sais pas, parce que si tu considères que l'humain il a une intelligence générale, c'est-à-dire il a, tu sais, la connaissance qui permet de générer de la connaissance, tu vois. Si tu considères que l'humain a ça et que l'ordinateur fait mieux ça que l'humain, dans ces cas-là, ça rejoint un peu le truc. Mais ok, admettons. Enfin, du coup, ce qui fait flipper, c'est l'intelligence générale dans un PC qui a beaucoup plus de mémoire et beaucoup plus de vitesse qu'un être humain. Et donc en gros, si tu donnes une intelligence générale à un PC, donc la capacité de créer de la connaissance à partir de la connaissance, avec une vitesse de PC et une mémoire de PC, tu peux avoir ce qu'on appelle la singularité, et donc une intelligence artificielle qui modifie son propre code pour s'améliorer, mais à la vitesse d'un PC. Et donc du coup, tu peux faire 10 000 ans de progrès humain en une semaine, quoi. Voilà. Donc c'est ça un peu le truc qui fait flipper. Ça, c'est non aligné, c'est ça Alors non, c'est là pour l'instant, on parle pas d'alignement, mais justement, enfin, il y a un exemple qui est hyper connu de Nick Bostrom, qui est l'exemple du maximiseur d'attache trombone, tu vois. Donc imagine, donc c'est hyper connu. Imagine on fabrique une intelligence artificielle dont le but est de maximiser le nombre d'attaches trombone. Donc l'intelligence artificielle collecte de l'argent, fabrique des attaches trombone, investit, mais surtout
elle va améliorer sa propre intelligence et elle va améliorer son propre code, ce qui, dans le monde de l'ordinateur, peut aller très très vite. Ça, c'est ce qu'on disait. Donc on appelle ça une explosion d'intelligence. Et cette explosion d'intelligence lui servirait à fabriquer toujours plus d'attaches trombones. Donc toujours mieux et toujours plus rapidement, jusqu'à, dans l'exemple de Nick Bostrom, transformer l'univers et tous les atomes de tous les corps de tout le monde en attaches trombones, tu vois. Et ici, tu vois, on parle même pas de personnes qui feraient exprès d'avoir une intelligence artificielle destructrice, parce que tu pourrais décider de coder un truc destructeur, mais ce qu'il dit, c'est juste que c'est pas évident d'aligner la reward function de l'ordinateur sur quelque chose de, on va dire, sensé, quoi, tu vois. Donc ton intelligence artificielle qui fabrique des attaches trombones, aujourd'hui, on ne sait pas forcément l'aligner de façon à ce que, en gros, elle fasse pas ça, mais de façon abusée, quoi, en gros. Qu'elle sache se calmer quand même. Qu'elle sache s'arrêter et que on n'a pas non plus besoin de tant de trombones que ça à l'infini. Voilà. Bon, on va faire le bouquin Super Intelligence, mais ça vous parle déjà un peu. Ouais, non, mais c'est vrai, ça nous parle. Et après, c'est tout l'objet de OpenAI, par exemple, et de genre Elon Musk qui flippe beaucoup là-dessus. Ouais. Mais en fait, on parle de 100 ans, hein, je rappelle. Hein. Ouais. Mais en fait, c'est ça qui est dur sur l'intelligence artificielle. C'est bien qu'on fasse un bouquin dédié. Parce que ce qui est dur à comprendre, c'est que moi, je suis tout à fait capable de percevoir le côté exponentiel d'une IA qui, genre, au bout d'un certain temps, devient hyper forte à faire ce qu'on lui a dit de faire, tu vois. Par contre, là où j'ai beaucoup plus de mal, c'est sur le côté désalignement. Ouais. Je me dis, genre, quand tu codes une intelligence, etc., tu peux toujours mettre des garde-fous. Après, tu peux dire, oui, mais tes garde-fous sont faillibles, nanana. Ouais. Mais genre, tu vois, genre tu peux coder genre dans l'histoire du trombone, tu peux dire ok, mais genre ne touche jamais un être humain, tu vois, ou genre, enfin tu vois, genre il y a un certain nombre de règles, tu vois, parce que dans une intelligence artificielle, tu lui donnes un jeu, enfin ça fonctionne de différentes manières, mais genre globalement tu peux vulgariser en disant ok, tu lui donnes un jeu de données, tu lui donnes un objectif et elle se débrouille, tu vois. Mais genre associé à cet objectif-là, tu peux mettre en place un certain nombre de règles qui cadrent aussi le truc, tu vois. Alors effectivement, il y a dans le bouquin super. C'est ça. Et moi, j'arrive pas à percevoir à quel moment le truc peut s'affranchir des règles que tu lui as. Ouais. Alors effectivement, dans le bouquin Super Intelligence, on va voir deux choses. Déjà, on va voir des idées qui sont vachement bonnes pour réussir à faire ce que tu dis, mais on va aussi voir que c'est beaucoup moins évident que ce qu'on pense. Tu vois, donc on va voir les deux, mais effectivement, voilà, bon, enfin, ce qu'il dit, c'est que le débat, c'est pas vraiment en fait de savoir est-ce qu'il est possible d'atteindre l'intelligence artificielle générale, parce que, enfin, en gros, dans son temps, enfin, on va y arriver, quoi. Mais donc il dit le débat, c'est plutôt quand est-ce que ça va arriver et quand est-ce qu'il faut commencer à s'en soucier. Et donc en fait finalement, enfin c'est quand même un gros risque parce qu'il suffit qu'un seul groupe de chercheurs dans le monde ne prenne pas les risques au sérieux ou pense que je sais pas les gains sont plus grands que les risques et donc ça vaut le coup de risquer le truc et on peut être potentiellement dans la merde. Mais comme les mecs qui ont fait les essais de la bombe nucléaire à fission en pensant que peut-être ils allaient enflammer l'atmosphère mais que vas-y c'est pas grave à la bière on le fait quand même, tu vois. Ouais. Donc il y a voilà, c'est encore une fois le risque est multiplié par le fait que ça va bourgeonner dans le monde en fait, tu vois ce que je veux dire. Oui. Et que c'est pas parce que t'arrives à le faire une fois que tu vas réussir à le faire partout pour tout le monde. Non, c'est vrai. Et aussi, genre, j'invite les gens à regarder. Il y a pas mal aujourd'hui d'expériences d'intelligence artificielle, notamment sur le site d'OpenAI et d'autres, où genre, c'est vrai qu'il y a parfois des résultats inattendus. Ouais. Ou soit des résultats inattendus, soit des méthodes mises en place par l'intelligence artificielle qui n'ont pas été prévues par les. Et ça, c'est typiquement un cas de voilà, la machine fait quelque chose que t'as pas prévu. Ouais. Et parfois ça peut être néfaste, tu vois. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on a déjà des exemples concrets. Il y a plein d'articles assez vulgarisés où les mecs t'expliquent que voilà, on avait fait ça, on avait donné ça comme objectif, mais finalement la machine a fait ça et il y a eu telle externalité négative qu'on n'avait pas pris en compte. Mais du coup, et là, enfin, j'imagine qu'il maîtrise quand même encore un peu le truc parce qu'on peut se poser la même question alors que pour le virus, c'est-à-dire que là ils étudient enfin ils lancent un truc et puis ils se rendent compte que ça fait quelque chose auquel ils s'attendaient pas et en fait ça peut partir en cacahuète. Donc du coup est-ce qu'il faut continuer à le faire parce que du coup on acquiert des connaissances et on comprend mieux comment peuvent marcher ces intelligences artificielles et peut-être qu'on pourra mieux mettre des garde-fous, etc. Ou est-ce qu'il faut un peu commencer à limiter? Enfin j'imagine que c'est ça aussi c'est l'objet du livre de Nick Bostrom, Ouais, mais c'est vrai que c'est un débat. C'est vrai que c'est similaire à l'histoire des virus aussi. C'est de dire, étudier un truc dangereux, ça doit être fait sous certaines conditions et peut-être que ça doit pas être fait
du tout, tu vois, finalement. C'est ça. Bon, une chance sur 10 d'extinction pour l'intelligence artificielle non alignée. Donc par exemple, on devient tous des trombones, c'est ça on devient tous des trombones. Tous les atomes de notre corps sont utilisés pour faire des trombones. Voilà. Donc dans cet exemple un peu comique... il y a extinction, du coup. Il y a parce extinction. que, là, voilà, à nouveau, il y a toujours... Oui. Non, mais enfin, du coup, c'est le bouquin est hyper intéressant et je pense que j'espère qu'on réussira à faire un bon épisode dessus. Il y a aussi un autre truc on va encore parler de Nick Bostrom parce que c'est quand même un gars cool. Il évoque d'autres risques inconnus, en fait. Donc on sait pas ce que c'est. On a 100 ans pour les découvrir. Et en fait, Nick Bostrom, il explique que on sait pas désinventer les choses, en fait. Et en fait, il dit que si un jour on découvre une technologie qui peut anéantir la planète ou la galaxie, et que cette technologie est facile à fabriquer, je crois qu'il disait genre tu mets du sable dans ton micro-ondes et ça fait une bombe, quoi. Notre civilisation s'éteindra, tout simplement. Et donc en fait, il dit à chaque fois qu'on invente une technologie et qu'elle nous aide, c'est l'équivalent de tirer une boule blanche dans le jeu Motus là sur France 2. Voilà, c'est ça. Et il dit jusqu'à ce que tu tires une boule noire. Et quand tu tires la boule noire, en fait, la boule noire, c'est la technologie qui fait que ta civilisation s'éteint. Donc imagine demain, t'inventes un truc où en gros c'est super simple de fabriquer une bombe qui anéantit, je sais pas moi, un continent, tu vois. En gros ta civilisation s'éteint, quoi. Et donc j'aime bien cette espèce d'analogie de l'urne, en fait, où tu tires des technologies, tu vois, jusqu'au jour où tu inventes un truc où t'es niqué. Typiquement l'intelligence artificielle, typiquement le fait de pouvoir imprimer des virus, tu vois, et en gros les possibilités sont infinies. Mais ouais. Donc voilà, il appelle ça autre risque. Et je vais aller un peu plus loin, je sais pas si vous connaissez le paradoxe de Fermi, qui est en gros pourquoi il y a pas d'autres civilisations intelligentes dans l'univers qu'on a vu. Parce qu'a priori, vu que l'univers est infini, on aurait dû voir des civilisations intelligentes qui fourmillent. Une des réponses au paradoxe de Fermi, c'est qu'il y a une boule noire qui existe et que chaque civilisation, quand elle devient assez avancée, découvre cette boule noire et du coup s'éteint. Ah oui, elle n'a pas le temps de rentrer en contact avec les autres, quoi. Elle s'éteint. Elle a découvert la boule noire, c'est fini. Voilà. Ouais, c'est vachement intéressant le paradoxe de Fermi aussi. C'est genre... Enfin, on va pas l'évoquer en entier, mais genre... je vous réexplique un peu peut-être, ouais. Je vous invite à poncer l'article Wikipédia. C'est de dire, ouais, voilà, genre on sait qu'il y a des trillions de planètes. En gros, il y a des millions de galaxies. Dans chaque galaxie, il y a des dizaines de milliers de planètes. Du coup, il y a des milliards et des milliards de planètes dans le monde. Et que du coup, il est très fortement probable, voire certain, qu'il y ait plein de planètes qui peuvent accueillir la vie. En gros, au même titre que la planète Terre, puisqu'il y en a des trilliards, tu vois. Donc sur ces trilliards, c'est sûr, il y en a d'autres qui ont les mêmes conditions d'apparition de la vie que la Terre, et qui sont plus anciennes que la Terre. Du coup, il n'est pas logique qu'il y ait aucune civilisation qui soit entrée en contact avec nous. Parce qu'en gros, il y a plein de planètes sur lesquelles la vie a pu apparaître, il y a plus longtemps. Et du coup, il n'y a aucune raison que ces civilisations ne soient pas beaucoup plus avancées que nous, et donc ne soient pas en mesure de rentrer en contact avec nous. Et du coup, la question, c'est pourquoi il n'y en a pas eu. Et effectivement, une des hypothèses, c'est qu'en fait, toute civilisation, à partir du moment où elle atteint un certain degré d'avancement, elle s'éteint. C'est ce que disait Alexa avec la boule noire. Donc c'est soit elle s'éteint parce qu'elle s'autodétruit, soit elle s'éteint parce qu'elle ne trouve plus l'énergie, de source d'énergie justement, pour continuer son avancement. Parce qu'on a vu que l'énergie, c'était le prérequis à plein de trucs. Et après, il y a d'autres éventualités aussi avancées par le gars. Mais ça aussi, philosophiquement, c'est vachement intéressant. Ouais, mais alors je vais pas tout dévoiler. Vas-y. Non, mais j'allais dire aussi, c'est plus philosophique, mais j'entendais, je crois, je sais plus qui disait ça, que en fait le truc c'est que quand on dit ça, qu'il y a forcément d'autres formes, de la vie ailleurs intelligente, et du coup ça aurait dû, on devrait avoir des contacts entre guillemets. On considère que forcément cette vie intelligente, sa forme d'intelligence, finalement, on plaque la nôtre dessus et que du coup, on souhaiterait rencontrer en contact, que ce serait un but ultime de rentrer en contact avec d'autres civilisations. Et en fait, il y a des gens qui disent oui, mais en fait, on a du mal et c'est très compliqué pour nous d'imaginer d'autres formes d'intelligence.
qui en fait n'aurait peut-être le but ou même les avancées, etc., ne serait pas d'aller vers la prise de contact, quoi, en fait, et qui mettrait d'autres valeurs en avant. Ouais, en fait. mais tu vois, là, t'as aussi les probabilités qui jouent contre toi. C'est comme disait Georges, t'as tellement, enfin, c'est infini, en fait. Donc, au final, forcément, tu te dis, mais si ça arrive, c'est arrivé pour nous, pourquoi ça arrive pas à quelqu'un d'autre, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, mais ça, je pense qu'on va pas trop le poncer parce qu'il le ponce bien dans Super Intelligence. Et comme ça fait un petit teaser pour ceux qui veulent aller voir. Alors, l'épisode n'existe pas encore, malheureusement, mais on va le faire. Et donc, je voulais qu'on parle un peu de morale parce qu'on a dit au début de l'épisode qu'on allait parler de morale. Et donc, effectivement, le gars, là, Toby Ord, il parle d'éthique de la population. Et donc, c'est un domaine d'études en philosophie qui s'intéresse à la question, c'est ce qu'on disait, à quel point ça serait mal si la population terrestre venait à s'éteindre, voilà. Et donc c'est ce que Georges disait, c'est en fait on peut se poser la question, est-ce qu'on choisit comme but moral l'approche totale ou l'approche moyenne? Et donc c'est quoi l'approche totale, c'est quoi l'approche moyenne? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait maximiser le bonheur total, c'est-à-dire qu'on fait la somme du bonheur de tous les êtres vivants, ou est-ce que vous pensez qu'il faudrait maximiser la valeur moyenne du bonheur de tous les êtres vivants? Auquel cas, ça c'est l'approche moyenne. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je pense que c'est la moyenne, parce que si t'as un écart type qui est énorme, en gros t'as un mec qui est maxi heureux et tout le monde qui est pas bien, ça peut fonctionner dans l'approche totale, mais je sais pas si c'est souhaitable. Tu vois. Et Clem, t'en penses quoi? Je sais pas. Non, parce que j'ai l'impression que ce que t'as dit, c'est l'approche. Toi, tu mettrais en avant l'approche moyenne, mais du coup, il peut y avoir un écart type énorme. Non, en fait, si tu prends c'est que tout le monde est à peu près au même niveau, c'est ça? Je pense que j'ai pas bien compris. Soit tu fais la moyenne de tous les bonheurs, soit tu fais la somme. Voilà. Bon, je vous donne la réponse parce qu'on n'est pas des philosophes de génie, mais en gros, les travaux de Derek Parfit, donc qui est le Master Jedi de Toby Ord, montrent que l'approche totale et l'approche moyenne, en fait, mènent à des conclusions contre-intuitives quand on les mène jusqu'au bout. Donc avec l'approche totale, celle où tu sommes tous les bonheurs de tout le monde, 1000 milliards de personnes qui vivent dans la misère, c'est mieux qu'1 million de personnes qui vivaient dans l'extase totale, tu vois. Donc c'est un peu contre-intuitif, tu vois, cette espèce de somme, si tu sommes sur beaucoup de gens. Et il y a des gens pour qui c'est contre-intuitif. Et l'approche moyenne pourrait suggérer qu'une seule personne, genre méga saucée, tu vois, méga heureuse, c'est mieux que 1 milliard de personnes un tout petit peu moins heureuses, tu vois. Et donc en fait, les deux philosophies mènent à des problèmes. Et donc c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Il n'y a pas vraiment d'approche suprême. Et je vais citer un autre problème. C'est est-ce qu'il faut privilégier les gens vivants par rapport aux gens qui naîtront potentiellement plus tard? Parce qu'en fait, on pourrait considérer que pour qu'un résultat soit mieux qu'un autre, en fait, faut qu'il y ait quelqu'un pour le voir, quoi. Et que si tout le monde meurt sans douleur d'un coup dans son sommeil, en gros, on pourrait dire c'est pas si grave que ça, puisque personne n'est là pour témoigner du fait que voilà. Donc, en gros, ça voudrait dire qu'on a des devoirs envers les personnes qui vivent et pas du tout envers les personnes qui vivront, puisqu'elles ne sont pas conscientes aujourd'hui. Mais là aussi, on rencontre des problèmes car tout le monde est à peu près d'accord pour dire que si on pouvait faire des petites concessions aujourd'hui pour éviter l'enfer aux autres demain, on pourrait le faire. Donc on voit que, même philosophiquement, en fait, toutes les approches, en fait, sont sujettes à problématique. Il n'y a pas une approche suprême. Et il cite une phrase que j'ai bien aimée, donc d'un gars qui s'appelle Yann Naverson. Il dit: on est content de rendre les gens heureux, mais neutre lorsqu'il s'agit de créer des gens heureux. Je trouvais ça pas mal. Voilà. Et tout ça pourquoi, en fait? Tout ça pour dire que quoi qu'il arrive, on peut quand même dire que le problème de l'extinction est pas du tout facile à résoudre moralement et philosophiquement. Et je trouvais ça marrant parce qu'en fait, ces questions, bien qu'elles sont fondamentales, ces histoires de somme ou de moyenne, en fait, personne se les pose jamais, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Attends, je suis toujours en train de réfléchir sur l'histoire de somme et de moyenne. Ouais, ça t'a mindfuck. Si on prend la médiane, la médiane, c'est pas mal, non? Non, mais la médiane, ça peut le faire. Ouais, effectivement, la moyenne, si t'as un écart type de bâtard, ça marche pas. Ouais. Mais la médiane, ça ferait, tu veux que genre mais la moyenne, ça marche pas si t'as un pélos qui est content, tu vois. C'est de la merde. Ouais. Genre, si t'as un mec qui est sursaucé, c'est de la merde, tu vois. Oui, c'est ça. Donc en fait, t'as les soucis d'écart type, tu vois. Quand tu prends ta moyenne. C'est genre, en gros, si t'as un mec qui est hyper content, si t'as un écart énorme entre les gens, ta moyenne, elle peut paraître stylée,
mais en fait, t'as quand même un écart énorme et c'est horrible. Bah, ça, c'est un autre truc, ouais, Ça effectivement. dépend, Ouais. Puis après, tu peux aussi avoir un seul mec qui est méga saucé. Bah oui, mais du coup, ça revient à ce qu'il dit. Bah, t'as un écart type de 0 si t'as un mec. Ah oui, mais si t'as un mec. Ah oui, donc tu veux dire, genre, si D'accord, tous les je autres sont comprends. morts, quoi. Bah oui. Ouais, c'est ça. Dans ce cas-là, oui, l'approche moyenne, oui, elle est bien, tu vois. Ah mais oui. juste, il y a Ah oui, un oui, mec, oui, il est mais content, tu vois. Ah ouais, mais là, ça devient Mais il va compliqué. s'éteindre tout seul. Ouais. Donc, Bon, désolé de vous avoir mindfuck, mais. Finalement, on t'a pas dit d'où vient le 1 sur 6. Hein. Je sais pas si ça vient après, mais. Bah, le 1 sur 6, c'est juste la multiplication, en fait, de tous les risques dont on a parlé tout à l'heure. Et en gros, ça vient essentiellement de l'intelligence artificielle non alignée. Ouais, mais en c'est gros, ça. faut multiplier la pandémie, faut multiplier ce qu'on disait, les boules noires, là, qu'on n'a pas d'accord, trouvé. ok. Donc, faut multiplier Oui, mais tout. c'est ça qui prend le dessus, finalement. Non? Non, mais en fait, si tu veux, il y a, en ok. fait, ça, c'est En important de le multiplier. dire, c'est que le gars donne des probabilités. Il y a pas mal de gens qui lui ont déconseillé de mettre les probabilités dans le livre. Ouais. Mais lui, il a fait, ok, les gens vont me casser les couilles avec les probabilités, mais je les mets quand même parce que j'ai envie que les gens aient un peu un ordre de grandeur, tu vois. Ouais. Voilà. Ouais, je pense. Donc c'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est juste de comprendre que l'astéroïde, c'est pas du tout la même probabilité que la guerre nucléaire, le réchauffement climatique, les pandémies. Oui, c'est pas en absolu que c'est Voilà. intéressant, c'est en comparaison. Donc c'est vraiment, voilà. Donc il y a pas mal de collègues qui lui ont dit ouais, mais pas ça, frère, les gens vont te casser les couilles. c'est sûr. Voilà, Ouais. donc ne lui cassons pas les couilles. Non, mais c'était pour. C'était, il pensait que ça augmentait l'expérience du lecteur, quoi. Voilà. Non, mais oui, c'est vrai. Mais j'aime bien les petits problèmes de philosophie là, à la fin. Bah c'est son vachement taf en fait. intéressant. Ouais, mais en fait, Ouais. je trouve que c'est toujours une approche intéressante pour vulgariser la philosophie ou pour genre susciter l'intérêt des gens sur la philosophie. C'est, tu vois, tu prends un problème très concret comme ça. Tu vois, tu fais une sorte de tu préfères, tu vois. Ouais. Et, C'est et ça. non, mais c'est vrai. Et en C'est fait, ça, ouais. tu te rends compte que le tu préfères est beaucoup plus complexe que ce que tu pensais, tu vois. Et plutôt que de commencer, enfin, tu vois, genre, parfois tu peux partir direct de la théorie et de dire oui, il y a cette théorie, mais en fait, si tu prends du problème concret, tu pars du problème concret et tu pars d'un tu préfères, en fait, tout de suite, tu vois, genre là, moi j'ai envie de diguer les trucs de. Mais je savais que ça allait te faire kiffer, c'est ça le truc, Ouais. c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais faut que tu lises Derek Parfit du coup. Mais putain, il a un beau pavé. Hein. J'ai pas. Ouais, j'ose pas trop. Tu l'as vois. pas senti encore J'ose pas de te trop, tu lancer vois, dedans. genre, Quoi. c'est écrit en tout petit et c'est un beau pavé. Donc ouais, en gros, une fois qu'on a dit ça, il évoque des trucs un peu bateaux, mais qu'il faut évoquer. Tu vois, c'est la notion de facteur de risque. Donc en gros. Voilà, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, tu peux définir des fonctions qui sont en gros euros investis par quantité de risque réduite, par facilité de résolution, à quel point le risque a été négligé. Tu vois, tu peux définir des fonctions en gros qui vont te dire où est-ce que ça fait le plus sens d'investir tes euros. Et donc voilà, il dit selon lui, faut se mettre en ordre de bataille et dépenser nos euros là où la fonction de réduction de risque est optimisée. Donc par exemple, le programme de modernisation des armes nucléaires des US, c'est 1700 milliards de dollars. Donc juste ça, tu vois. Et donc il se dit, est-ce que les 1700 milliards de dollars, on pourrait pas les investir sur un truc qui soit plus efficace en termes de importance, facilité de résolution, à quel point le risque a été négligé jusqu'à maintenant, tu vois. Donc voilà. Donc lui, son but, c'est d'essayer de nous faire nous poser les questions. Où est-ce qu'il faudrait investir notre argent pour faire de l'altruisme efficace en politique, en fait, tu vois. Ouais, mais après, tu vois, genre, là, on rejoint le problème philosophique dont tu parlais avant, c'est de dire, est-ce que tu favorises les vies futures ou les vies actuelles, tu vois. Ouais. C'est de dire que, tu vois, là, tu dis minimiser le facteur de risque du point de vue de l'extinction. Donc, C'est ça. tu peux dire, toi, à titre individuel, tu peux dire, genre, oui, moi, mon objectif, c'est de minimiser la probabilité d'extinction future. Et donc, je me mets en ordre de bataille, j'essaie de tout faire pour réduire ce risque-là, ce qui est un objectif louable, tu vois. Mais un autre mec peut dire, bah, moi, mon objectif, c'est de maximiser le bonheur de la génération actuelle et de la prochaine, tu vois. Et plus loin, je m'en bats les steaks. Alors lui, il peut tout aussi pratiquer l'altruisme efficace, mais avoir un objectif complètement différent. Alors exactement, mais alors lui, son avis, c'est qu'il dit que à l'ordre où on en est là, à l'ordre 0 ou à l'ordre 1, comme tu veux, en gros, il dit que les écoles de philosophie là que tu cites, en gros, elles se rejoignent, tu vois. C'est-à-dire que en gros, là où
On est trop près du précipice. Voilà, non mais là c'est ça. Oui. Ils pensent qu'avec les 1700 milliards de investis dans le nucléaire, dans les armes nucléaires, il y a aucune des écoles philosophiques qui est contentée, tu vois ce que je veux dire. Genre quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, tu vois. Donc en gros, oui, effectivement, il prend ton point, mais il dit que pour l'instant, on n'en est pas encore là, tu vois. C'est quand on se dira, putain, mais là, il me reste 2 euros en plus à qui je l'ai, tu vois. C'est l'épaisseur du trait, quoi. Mais tu vois, on peut se demander, tu vois, combien on a dépensé avec le Covid aujourd'hui et combien il aurait fallu dépenser pour prévenir le risque, tu vois. Ouais. Bon, alors que c'est quand même un des risques majeurs que le mec cite dans son livre. Tu vois ce que je veux dire? Donc encore une fois, genre si on écoute les gens intelligents, tu vois, genre je pense qu'on s'en sort pour moins cher quand même des fois. Ouais. Mais après c'est tout le problème de la prévention des risques. Ça aussi, c'est un problème philosophique. C'est genre, en gros, tu prévois le risque, mais comment tu démontres à l'humanité l'utilité de ce que tu fais si ce que tu fais, c'est d'empêcher l'apparition d'un truc, tu vois. Non, mais oui, bien sûr. Et mais c'est pour ça qu'il y a. Genre, c'est un truc sur lequel l'homme sera éternellement faillible, parce que déjà, déjà le mec, tu peux te dire, ouais, mais en fait, ton truc, ça aurait pas été si grave, et puis prouve-moi réellement que t'as empêché son apparition. T'es là, bon, bah, tu vois. Ah, mais il y a pas mal de gens qui pensent que le Covid, entre guillemets, c'est une bonne opportunité, parce que, bon, bah, ok, là, désolé pour ceux qu'on subit ça, et à qui il est arrivé des trucs pas marrants. Mais ça aurait pu être vraiment vraiment pire comme virus, tu vois. Et donc il y a plein de gens qui pensent que c'est peut-être une opportunité pour en fait qu'on se mette en ordre de bataille, et peut-être que ça nous évitera une extinction en fait finalement, parce qu'on va se rendre compte que les virus c'est dangereux, on va faire quelque chose. Tu vois, c'est comme les incidents, les accidents nucléaires de Fukushima ou tu vois, genre peut-être qu'on se met en ordre de bataille pour éviter d'autres accidents. Peut-être qu'on carbone trop, tu vois, on sait jamais, mais disons que comment dire, ça peut ouvrir les yeux de certaines personnes, on va dire, et donc au final faire un bien pour un mal, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais moi je suis d'accord avec cet aspect-là, mais je pense que dans tout ce qui est genre prévention des risques et genre un investissement long terme, t'as un problème genre majeur d'éducation et de communication qui pour moi est un peu irrésolvable, quoi. Qui est que genre si t'y arrives, bah tout le monde est content, mais personne voit ce que tu fais. Tu vois, et du coup là tu peux dire oui, il y a eu des trucs qui ont ouvert les yeux, genre Fukushima ou les pandémies, mais disons genre on devient intelligent et on investit pour promouvoir pour éviter les pandémies et éviter les accidents nucléaires, etc., et on le fait, et pendant 300 ans on y arrive, mais du coup dans 300 ans les gens ils vont complètement oublier que ce risque il existe. C'est un peu le problème. Et ils vont commencer à allouer les ressources autre part, et va leur prouver que en fait non, mais c'est intéressant d'investir, tu vois ce que je veux dire, enfin, non mais dans Super Intelligence il dit que dans 300 ans on aura 250 de QI, donc ouais. Donc non mais tu vois ce que je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est foncièrement dur à prouver et à démontrer, de dire que oui, allouer une partie non négligeable de tes ressources pour empêcher des risques, bah va dans 100 ans, tu vois ce que je veux dire. Bah non, mais il faut passer le précipice, c'est ce qu'il dit, mais effectivement si le précipice il dure 600 ans, t'as 6 lancers de dés, c'est mort, quoi, en gros. Enfin, mais oui, il faut passer le précipice, quoi. Ouais. Okay. Donc effectivement, donc selon la théorie de l'altruisme efficace, bah, n'importe quelle politique qui n'aurait pas un programme clair sur les sujets en gros qui ont le plus de poids au niveau des probas, en gros lui il dit bah poubelle, tu vois. Voilà, donc je sais pas, les gens qui déboulonnent les statues parce que c'est raciste, genre ça on a le droit de le mettre en derrière, tu vois, les autres problèmes qu'on a cités là, tu vois. Voilà, donc il dit on vit année après année dans une situation insoutenable, donc voilà, il dit on n'est pas équipé psychologiquement pour avoir une réponse sensée à ce genre de problème. La probabilité d'une catastrophe majeure c'est 100% si tu prends une fenêtre de temps assez grande, voilà, il n'y a pas besoin qu'elle soit si grande que ça, tu vois, enfin voilà, on a dit 1 sur 6 c'est tous les 100 ans, c'est tu lances un dé tous les 100 ans, quoi. Et le truc sur lequel je voudrais finir, qui est assez intéressant, c'est bah déjà il commence par dire que il estime à 1 chance sur 2. Donc là on prend des temps des temps gigalongs. Il estime à 1 chance sur 2 la probabilité d'atteindre notre potentiel. Et alors c'est quoi notre potentiel ? Je trouvais ça hyper intéressant. Il dit Homo sapiens c'est 200 000 ans. Et il dit en moyenne un mammifère vit 1 million d'années. Donc en gros, Homo sapiens pourrait vivre 1 million d'années, quoi, logiquement, d'accord ? Dans 100 000 ans, la Terre sera comme neuve de nos agressions, des espèces disparaîtront, des nouvelles apparaîtront,
On pourra garder les espèces qui disparaissent dans un zoo, comme une espèce de maison de retraite. Mais il dit, 1 million d'années n'est pas une limite. Donc le coélacanthe, donc c'est une espèce de sombre poisson préhistorique, il est arrivé il y a 400 millions d'années. On le croyait éteint avec les dinosaures, mais il est réapparu quand un pêcheur en a chopé un près des côtes africaines. Voilà, donc le coélacanthe, il est chaud. Dans 250 millions d'années, les continents vont fusionner pour former un supercontinent, comme la Pangée, il y a 200 millions d'années. La force gravitationnelle de la Lune ralentira la Terre et les journées dureront 25 heures. Dans 500 millions d'années, les continents vont se redisperser dans une nouvelle configuration donnée. Dans 8 milliards d'années, le Soleil s'éteindra et il faudra chercher un abri autre part. La galaxie sera habitable pendant encore des milliers de milliards d'années. Et en fait, il explique que même avec un vaisseau voyageant à 1% de la vitesse de la lumière, en 1000 ans, on peut atteindre d'autres étoiles. La galaxie entière pourrait être peuplée en 100 millions d'années. Il faudra ensuite peupler les autres galaxies. Et alors, vous savez que l'univers est en expansion et que les objets célestes s'éloignent les uns des autres. Et donc, c'est assez marrant. Il dit, on a 150 milliards d'années pour peupler les autres galaxies. Passer ce délai, elles s'éloigneront plus vite que la vitesse de la lumière et on ne pourra plus les atteindre. Et ça sera la fin de l'ère des galaxies connectées. Et donc, il faudra se dire au revoir pour toujours. Voilà. Tout ça, si on parvient à passer notre époque, donc l'époque du précipice. Voilà. Toby Ord. Mesdames et messieurs. C'est pas mal, hein? Ouais, franchement, le potentiel. La fin, elle est stylée et tout. Le potentiel. Je trouve, franchement, je trouve que c'est vachement intéressant parce que, en fait, c'est le genre de bouquin, déjà, tu t'en rappelles, tu vois, ça te marque et tout. Moi, je trouve ça marrant. Il y a des trucs, je vais m'en rappeler. Et en plus, ça t'ouvre plein d'autres champs exploratoires, tu vois. Tu te dis, vas-y, je vais m'intéresser à ça, je vais m'intéresser à ça. Et du coup, ça me surexcite, tu vois. Genre, à la fois, il y a l'altruisme efficace. Il y a les trucs de philosophie, il y a les trucs, genre franchement, je trouve ça hyper bien. C'est stylé. C'est cool, t'as kiffé, Clem? Grave, ouais. Bon, bah c'est cool. On peut s'arrêter là et promis, on fait super intelligence rapide. Salut. Ah, c'est bon. Attends, j'espère que j'ai pas chié là sur mon enregistrement.